Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le club d'haltérophilie de Lassar va de succès en succès. Il y a un homme derrière tout ça et je le reçois avec grand plaisir et on l'a récompensé dernièrement durant l'année 2012 et c'est avec grand honneur que je reçois l'instructeur du club d'haltérophilie de Lassar, M. René Bellemare. René Bellemare, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Bellemare. On peut parler de 2012, oui, mais on pourrait reculer longtemps en arrière parce que le club d'haltérophilie, juste faire une courte rétrospective, M. Bellemare, c'est que à un certain moment donné, le club d'haltérophilie de Lassar était presque inexistant. Il faut dire, on l'avait quitté, on l'avait déserté. Vous en avez pris charge il y a une douzaine d'années environ. Comment vous êtes arrivé là? Puis, comment tout ça, quand vous êtes arrivé, c'était presque à terre. Oui. Comment vous avez fait pour remonter et remonter ce club-là dans la gloire, surtout? Donc, ça a commencé à l'automne 1999. À l'automne 1999, au mois de septembre, j'ai reçu un appel téléphonique à la maison. C'était un des jeunes du club d'haltérophilie. À ce moment-là, il était 4 jeunes. C'est un jeune qui vous a appelé? Oui, OK. Parce que lui, le jeune, voulait faire l'haltérophilie. Ça prenait une personne de 18 ans pour surveiller le local. Oui, c'est sûr. Fait que le jeune était très découragé. Fait qu'on a parlé à son père, puis son père lui a dit « Tu devrais appeler René Bellemare parce que lui, il fait de la compétition de haut niveau. » Fait qu'à ce moment-là, il m'a appelé tout ça. Moi, j'avais jamais entraîné, ou à peu près pas. J'ai été athlète de haut niveau, par contre, en plusieurs années. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller faire un tour au local. Puis en allant faire un tour au local, j'ai vu que les jeunes manquaient énormément de technique. Le local était beaucoup en état de délabrement, tout ça, les équipements, les tapis, tout ça. Tout était comme un laisser-aller. Oui, énormément. Donc, j'ai décidé de reprendre le club puis de les entraîner. Fait qu'on est parti de 4 athlètes dans la première année, puis dans la première année, on a terminé avec 13 athlètes. Par la suite, toutes les années qu'on suivit, on n'a jamais baissé en bas de 20 athlètes, puis cette année, on en a 34. Quel beau succès. Donc, au fil des années, on a racheté l'équipement, des roulettes, des tapis, des barres d'haltérophilie. On a investi à peu près 25 000 là, depuis toutes les années que je suis là-dedans. Et aujourd'hui, le club d'haltérophilie de Lassar est un des meilleurs clubs au Québec. Puis même, j'irais jusque dire, est un des meilleurs clubs au Canada parce que vous gagnez des compétitions internationales, nationales, internationales. Vous avez plus de bout, là. Fait que on peut dire que c'est un club qui est vraiment à l'apogée. Donc, vous voyez, en janvier dernier, Camille Papineau de notre club est devenue championne canadienne junior pour la première fois. C'était ma 13e championne canadienne junior. Donc, les athlètes de moins de 20 ans, j'en ai 13 qui ont été champions canadiens junior. Kevin Bellerive, Jean-Gabriel Grenier, Pierre-Alexandre Grenier, Jacinthe Deschaines, Yvon Gagnon, Zacha Alain, etc., etc. J'en ai fait 13. Donc, je suis l'entraîneur au Québec qui a produit le plus grand nombre de champions canadiens juniors dans l'histoire de l'haltérophilie au Québec, puis au Canada. Quand un instructeur voit des athlètes qu'il a sous sa gouverne, sous son aile à lui, quand un instructeur voit ça, puis qu'il voit là ces athlètes en compétition amasser des médailles et des médailles d'or surtout, ça doit être toute une fierté, M. Bellemare, ça. Oui. C'est votre récompense. Oui. Bien, c'est sûr qu'on met beaucoup d'heures là-dedans à les entraîner, à montrer les techniques, à les encourager aussi. Lorsqu'on monte sur le podium, c'est quelque chose d'être champion canadien, parce que ça veut dire qu'on est la meilleure ou le meilleur de Terre-Neuve jusqu'à Vancouver. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un athlète qui monte sur le podium, j'en ai presque les larmes aux yeux, tout ça. C'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de travail, puis je vous dirais que mes jeunes aussi, ils sont très émus, là, parce qu'ils pensaient jamais qu'ils pouvaient se rendre aussi haut que ça. Surtout que nous, on est à Lassar, quand même. Oui, c'est ça. On se bat contre des gros clubs, Montréal, Québec. Puis... C'est tout en votre honneur, M. Bellemare. Moi, si je vous demandais, qu'est-ce qui fait que ce club-là obtient autant de succès? C'est sûr que l'instructeur y est pour beaucoup, puis je sais que vous êtes très humble, vous allez avoir de la misère à dire oui, mais quand même, je sais que vous en faites beaucoup et puis que vous êtes un excellent instructeur, parce que tout est là pour le prouver. Mais
Et il faut que les jeunes veulent aussi. Il faut que les jeunes, premièrement, soient sérieux. On dit toujours aujourd'hui que la jeunesse, elle s'en va chez le diable. Excusez l'expression, là, mais on dit ça souvent. Mais il y a des jeunes qui sont sérieux aujourd'hui et vous en entraînez. Qu'est-ce qui fait que ce club-là a autant de succès? Ben, la première chose, c'est que souvent, on pense que l'haltérophilie, c'est un sport de force. C'est pas un sport de force. C'est un sport de technique. Okay. Donc, c'est un sport de technique. Premièrement, il faut soi-même avoir été un excellent technicien pour pouvoir montrer la technique. Parce que c'est pas n'importe qui peut montrer ça. Effectivement. La plupart des clubs au Québec, présentement, la technique se perd énormément. C'est-à-dire que d'autres entraîneurs travaillent la force, mais les athlètes peuvent pas exceller en arraché et en épaulé jeté, qui sont nos deux mouvements principaux. Fait que moi, j'étais un monsieur qui était très, très technicien. Fait que j'ai fait des enfants qui étaient très techniques. Ces enfants-là que j'ai entraînés il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, sont devenus plus vieux. Aujourd'hui, ils ont 20 ans. Puis eux autres transmettent la technique aux plus jeunes. Ah oui, c'est ça, exactement. Fait que j'ai reçu, aujourd'hui, j'ai reçu 2 honneurs, mais j'ai reçu d'autres honneurs aussi pour la technique là, que j'avais montré. On va y aller avec les honneurs parce que vous les avez mérités, M. Bellemare. Si on parlait du trophée Coup de cœur Dynamo, c'est le prix du jury. Ça vous a été décerné au 7e gala d'Azibao. C'est en mai dernier. C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. On pourrait peut-être le montrer. On va demander à Steven. On va le montrer. Expliquez-nous c'est quoi, monsieur. Donc, à cette soirée, j'étais en nomination pour influence de l'année auprès des jeunes. Okay. Mais j'étais en concurrence avec des organisations tellement grosses que j'ai pas gagné. Okay. Donc, suite à la fin de la soirée, à environ 10h30, les gens se sont levés pour quitter la salle, puis ils ont demandé aux gens de se rasseoir. Parce qu'ils ont dit que cette année, ils avaient rajouté un prix très spécial. C'est un prix qu'ils remettaient jamais. C'est le prix qu'on appelle Coup de cœur, le prix Amour du public. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'étais sur mon départ, tout ça, parce que je m'attendais pas du tout à ce que ce soit moi, puis ils me l'ont remis. Fait que ça a été très émouvant, puis je vous dirais que moi, j'étais assis en arrière de la salle. Fait que quand j'ai traversé la salle pour aller chercher mon prix, tout ça, il y a beaucoup de gens qui me donnaient des petites tapes sur l'épaule, félicitations, tout ça. Je me suis arrêté à quelques reprises, parce que je disais aux gens, excusez, mais je vous connais pas. Puis les gens me disaient, vous ne connaissez pas, mais nous, on vous connaît. On vous suit dans les journaux, on vous suit à la télévision. Puis beaucoup de gens que je connaissais pas me disaient, on t'aime. On t'aime pour tout ce que tu fais pour les gens. Là, j'en parle aujourd'hui encore avec beaucoup d'émotion, parce que quand je l'ai reçu, c'était très émouvant. C'est ça. Est-ce que, quand on reçoit un prix, ce n'est pas tant la valeur du prix, c'est surtout pourquoi on nous le donne? C'est la considération que les gens nous font. Parce que vous savez, on passe beaucoup d'heures à entraîner des gens. C'est sûr. Puis il faut qu'on y croie. Parce que moi, j'ai pas personne derrière moi qui m'encourage pour y croire. Fait que moi, ce que j'ai fait il y a environ 12-13 ans, quand j'ai repris le club, je me suis fait une idée, je me suis fait un rêve que peut-être un jour, je pourrais avoir des champions canadiens, puis même des champions internationaux. Puis mon rêve est en train de se concrétiser à force d'efforts. Moi, là, si je vous demandais à brûle pour point comme ça, combien d'heures on n'ira pas, disons, dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire par année ou par mois, combien d'heures que vous mettez dans ça? Il faut dire que c'est bénévole. Là. Il faut très, très bien spécifier que ce que fait M. Bellemare au club d'haltérophilie, la SAR, c'est bénévole. Combien d'heures vous pouvez mettre? En moyenne, c'est environ 20 heures semaine. 20 heures semaine. Alors, si on multiplie ça rapidement par 50 ou 52, ça fait au-dessus de 1000 heures. Oui, parce que l'été, nous, on n'arrête pas, on continue à s'entraîner. Donc, l'été, on participe aux championnats internationaux. Comme exemple, l'été dernier, j'étais allé en Chine avec Jessica, puis j'étais allé en Malaisie aussi, à titre d'entraîneur de l'équipe canadienne. Jessica, à ce moment-là, a battu le record canadien à l'arraché. Puis du côté de la Chine, on était chercher une médaille de bronze avec un athlète de Montréal aussi. Quand on va en Chine, en Malaisie, vous êtes là, vous êtes l'instructeur, vous êtes là avec Jessica Ruel, qu'on connaît bien, qui est à peu près grosse comme ça. Et tout petite. Elle est tout petite. Alors, c'est là que le mot technique entre en ligne de compte, là, à ce moment-là. Mais là, vous êtes en Malaisie. Vous êtes au bout du monde. Au bout du monde. Au bout du monde. Puis là, vous regardez votre athlète qui remporte tout ce qu'elle peut remporter. Puis là, vous vous asseyez puis vous dites,
On est au bout du monde, puis on vient chercher des honneurs au bout du monde, puis nous autres, on vient de l'Abitibi, en particulier de l'Abitibi-Ouest. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est vraiment incroyable, M. Bellemare. C'est pour ça que moi, j'en ai quasiment le frisson aujourd'hui, parce que quand on regarde ça, le cheminement que vous avez fait avec ces athlètes-là, c'est absolument incroyable. On n'a pas un gymnase comme Montréal peut avoir, Non. comme Québec peut avoir, comme Trois-Rivières, Sherbrooke. Les grosses villes, ils marchent à coup de subventions, etc. Pour eux autres, c'est peut-être plus facile. Ça prend du cœur, M. Bellemare. Je pense que oui. Pas rien que je pense. J'en suis persuadé. Je sais que René est un gars très, très, très humble. Il fallait y chercher ça un peu parce que les honneurs, il les accepte, mais il n'aime pas qu'on en parle trop. Mais réellement, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Je vous le dirai jamais assez. Comment on est fiers de vous, M. Bellemare. Il y en a un autre ici qu'on va parler. Lui, là, il est vraiment... Il est pesant aussi. Il est pesant, oui. Ça, c'est... faut pas le que je... Trophée entraîneur masculin de l'année au gala Excellence du sport étudiant. C'était tenu à Trois-Rivières le 8 de juin 2012. Je me trompe pas en disant ça, M. Bellemare? Non, c'est exactement ça. OK, grouillez pas, on va le montrer comme il faut à la caméra parce que c'est vraiment un très beau trophée. Et il est pesant. C'est une première. Oui, c'est une première. Donc, moi, je suis allé à Trois-Rivières avec ma conjointe, puis avec la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue, de loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue. OK. Fait qu'à ce moment-là, j'ai reçu ce trophée-là à titre d'entraîneur masculin de l'année. Fait que c'est la première fois en Abitibi-Témiscamingue qu'un entraîneur reçoit un prix aussi prestigieux au niveau du Québec. Donc, ça aussi, ça a été très émouvant parce que les gens là-bas me demandaient qu'est-ce qu'était ma vie d'entraîneur. Parce que vous savez que je ramasse des sous, tout ça, pour pouvoir participer à toutes les compétitions qu'on fait à Montréal. Parce que nous, par année, on sort 12 fois de l'Abitibi-Témiscamingue pour aller à des compétitions canadiennes, provinciales, tout ça. Et ça coûte des sous. Oui. C'est sûr, exactement. Christine Girard. Oui. Il faudrait que je vous en parle, il reste à peine 2 minutes, mais ce que Christine Girard a accompli en 2012, ça doit être un bon coup de fouet à vos élèves. Ça doit être vraiment l'inspiration. Ben, c'est-à-dire que Christine, ce qu'elle a fait, c'est un exemple de détermination. Voilà. C'est sûr, par contre, que Christine, ça fait déjà 3 ans qu'elle avait quitté l'Abitibi-Témiscamingue. Au moins, les jeunes dans la salle, sont moins près de Christine, si je peux dire, parce qu'elle est tombée ici au Colombie-Britannique. Oui, parce qu'elle était à Rouyn-Noranda, elle est maintenant rendue à Vancouver. Mais ça va toujours demeurer un espoir pour les jeunes de dire, si Christine le fait, ben, c'est ça, peut-être exactement. que moi aussi, je peux le faire. Entre autres, dans les yeux de Jessica. Car Jessica, on s'enligne pour les prochains Olympiques. C'est la visée de Jessica Ruel et de René Bellemare, les prochains Jeux olympiques. Monsieur Bellemare, je suis certain que vous allez vous rendre là. Je suis persuadé parce que je connais Jessica Ruel et je sais qu'elle est déterminée, puis avec un instructeur aussi déterminé que vous, je suis certain que les Olympiques sont là, c'est votre visée et vous allez y aller, j'en suis persuadé. Il reste à peine 1 minute, Monsieur Bellemare. Moi, je tiens à vous féliciter pour ces trophées-là. C'est mérité, mais ce qui est mérité aussi beaucoup, c'est les honneurs que vos élèves vont chercher. Puis, si ces élèves-là étaient seuls, ils n'iraient pas chercher d'honneur comme ça. Ça vous revient à vous. Je vous en félicite. Mon studio sera toujours ouvert à vos athlètes et à vous parce qu'il faut vraiment en parler. Vous avez de grosses compétitions fin octobre et fin novembre qui s'en viennent. On va vous recevoir, M. Bellemare, on va parler de vous, on va dire aux gens que, regardez, là, il y a des exemples extraordinaires chez nous. On est une petite place, puis on est rendu à la grandeur du Canada. On va chercher des honneurs, ça vous revient à vous. Et félicitations encore une fois. Puis, continuez, s'il vous plaît, les jeunes ont besoin de vous. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Groupe de bénévoles de 6 personnes par groupe partiront l'hiver prochain pour le Burkina Faso, qui est en Afrique de l'Ouest. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de ces périples. Il vient nous voir. Ça fait à quelques occasions, c'est toujours un grand plaisir de le recevoir. C'est M. Jacques Saint-Arnaud de Palmarol. M. Saint-Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Ça me fait Saint-Arnaud. plaisir.
En 2012, nous sommes en 2012, vous y étiez et vous y serez également en 2013. Est-ce que c'est une coutume pour vous d'y aller à chaque année? Ben justement, je veux faire une petite correction Oui, en OK, commençant. oui. Donc, en 2012, c'est Hélène et moi qui avions accompagné le groupe, OK. le groupe de bénévoles, de OK. volontaires qui sont allés au Burkina Faso. Et cet hiver, justement, c'est un autre couple qui accompagnera les Ah, groupes. OK, c'est beau. Oui, donc on tenait à ce que ça devienne pas le projet de Jacques et Hélène. Donc, que ce soit d'autres personnes aussi, OK, parce que OK. à y aller année après année, Mhm. ben on garde toujours la même idée, tandis qu'avoir des personnes différentes qui ont une Oui. vue différente, ben, on pense que c'est quelque chose qui va être très positif. Le couple qu'on a trouvé, justement, c'est des gens qui ont une grande expérience de l'Afrique, qui sont déjà allés au Rwanda, ils ont travaillé... Ghislain a enseigné 2 ans en Afrique, OK. donc ils ont une très bonne connaissance de l'Afrique, puis il y avait un intérêt particulier là, à accompagner C'est un nos couple groupes cet d'ici hiver. C'est un groupe de Rosemère. Ah, OK. Donc, OK. Ghislain est un peu originaire de la région, c'est un caron c'est avec la parenté ici de la région, donc OK. j'ai rencontré par hasard OK. ces Puis, dernières années. ça veut dire que Jacques et Hélène n'iront pas au Burkina Faso cette année. Non, mais cette est-ce année. qu'ils ont une autre destination, Jacques et Hélène? Ah, bien sûr. Donc, pour un 9e projet cette OK. année, ce sera le Cambodge. Donc, OK. nous avons eu la chance de nous greffer à un groupe de Québec, des gens de Québec qui se rendaient au Cambodge cet hiver et nous irons explorer un autre coin du monde. Au Burkina Faso, on sait que vous y êtes allé à quelques occasions. On allait aider dans les orphelinats, puis les gens sont dans une pauvreté extrême. Là-bas, c'est en Afrique de l'Ouest. Au Cambodge, c'est quoi? C'est assez semblable. Disons qu'on va voir mieux là, après à notre retour. C'est des gens, encore une fois, qui vivent avec moins de 1 $ par jour, sans facilité d'électricité ou d'eau courante. Donc, c'est ce qu'on a comme portrait avant de partir. Donc, c'est un pays qui tente de se développer, qui relève d'une guerre civile effroyable où il y a 2 millions de Cambodgiens qui ont été massacrés, littéralement massacrés par Pol Pot. OK. Donc, si on suit l'histoire un petit peu, c'est des gens là, qui sont vraiment résistants quand même, là, puis qui font tout pour s'en sortir. Quand on regarde ça, M. Saint-Arnaud, se comparer, c'est impossible. On est chez nous, on est ici en Abitibi-Témiscamingue et principalement nous ici en Abitibi-Ouest. À comparer avec ces pays-là, cette pauvreté extrême, est-ce qu'on peut dire que nous, on se plaint le ventre plein? Donc, c'est sûr que on a chacun des problèmes différents. Donc, il y a des points de vue qu'on pourrait leur envier, ces gens-là. Donc, ne serait-ce que la proximité, la façon dont ils vivent, interreliés entre eux, puis OK. avec leur facilité à tous les jours de vivre le moment présent. Nous, on est obligés de suivre des cours pour vivre le moment présent. Les autres, Exactement. c'est vraiment, on va arriver avec une tresse de banane, puis ça va être le bonheur, des choses du genre. Par contre, je pense que la seule façon vraiment de comprendre comment ça se passe dans ces endroits-là, voir le dénuement total dans lequel ils vivent, c'est de s'y rendre. Donc, c'est vraiment là qu'on voit. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est inexplicable ou presque. Inexplicable. Il faut aller sur place pour voir. Est-ce qu'on peut dire l'extrême pauvreté? C'est l'extrême pauvreté. Oui. Quand tu t'es pas assuré de manger un repas convenable à tous les jours, des fois, n'avoir un seul dans la journée, on peut dire que c'est la pauvreté. Insalubrité. Les gens, quand même, c'est surprenant de voir comment ils ont de la résistance. Tu vas voir les petits-enfants qui sortent des cases en terre séchée, puis dans des vêtements tout propres, une blouse blanche, une chemise blanche pour aller à l'école. Oui, OK. Ils font tout, puis il faut penser qu'ils vont chercher l'eau, là. Ils l'ont pas à la maison, là. C'est pas une pompe qu'ils l'amènent. Non. Ils OK. doivent aller chercher dans des bidons. Puis, on voit les gens quand même sont toujours mis de façon convenable là, pour participer aux activités là, de la communauté.
On va parler, Monsieur Saint-Arnaud, surtout des 2 voyages qui vont se faire, même si vous n'y allez pas, mais vous êtes un des grands responsables de trouver les gens. Exactement. C'est quand même... Et c'est très humanitaire également. Moi, si je vous demandais à brûle pour point, là, mais très vite, je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'aime revenir sur ça pour que les gens soient bien au courant. Le Burkina Faso, il est où exactement? C'est en Afrique, mais où? C'est presque au centre de l'Afrique, mais sur le côté ouest. Donc, c'est un des problèmes du Burkina Faso. Il est enclavé. Il n'y a pas de vue sur la mer. Donc, il est en arrière, si on veut, là, de la Côte d'Ivoire. Ah, OK. Puis, Nouvelle-Guinée, là, c'est dans ces secteurs-là, voisins du Mali. OK. Donc, c'est au centre. Est-ce que c'est au centre, un peu en penchant vers l'ouest? Est-ce que c'est une des régions de l'Afrique qui est la plus pauvre? Ou s'il y en a d'autres? Parce qu'en Afrique, en fin de compte, l'Afrique est pauvre. Oui, c'est ça. En général. C'est plus par pays, je dirais, comme le Burkina Faso, dû à ça, sa désertification, sa situation, qui n'a pas accès au port, tout ça, est l'un des plus pauvres. C'est le troisième ou le quatrième dans les plus pauvres au monde. Ah, mon Dieu, Donc, OK. il est situé assez loin là, dans la série des 200 pays à peu près là, au monde. Si on parlait, il n'y a pas un seul but à un voyage de même. Il y a des buts à un voyage comme ça. Quels sont les buts? Le premier but, lorsqu'on amène des gens avec nous, qu'on forme un groupe pour les amener, c'est les conscientiser. C'est vraiment la conscientisation des gens qui vont sur place, qui vivent une expérience d'1 mois dans un milieu comme ça. Puis, un objectif aussi qui est important, c'est de voir à se tenter d'améliorer leurs conditions de vie et de créer des activités, de trouver des façons qui auront d'améliorer ces conditions-là. Donc, leurs conditions économiques, bien sûr. Donc, de façon à ce qu'ils arrivent à s'autosuffire. C'est toujours notre objectif premier. On parle du village de Ipelcé, c'est ça? Oui. C'est au Burkina Faso. Au Burkina Faso, oui. C'est ça, le pays est divisé en régions. Tu as la région de Saponé. Dans Saponé, tu as un village qui s'appelle Ipelcé avec des quartiers. Donc, celui de l'orphelinat s'appelle Sandeba. Donc, c'est toutes des divisions administratives, si on veut, là, à l'intérieur du pays. On parle de pays pauvres, c'est certain, mais ces gens-là, M. Saint-Arnaud, vivent de quoi exactement? Agriculture de subsistance. Okay. En gros, c'est de l'agriculture de subsistance. Tu as des gens, c'est sûr, il y a d'autres métiers, comme par exemple, on avait un menuisier qu'on engageait pour faire des réparations, des soudeurs. Il y a un peu des métiers de base, là, mais principalement, on cultive durant la saison des pluies du mil, principalement du mil et du maïs, donc qui sont la base de la nourriture là-bas. C'est principalement ça. Un petit peu d'élevage. Tu vois des petites chèvres qui se promènent, qui se trouvent à manger, des oiseaux, des poules, des pintades, des choses du genre. Quand on arrive dans un pays comme le Burkina Faso, en particulier au village de Ipelcé, qu'est-ce qu'on y voit, M. Saint-Arnaud? Ici, on va... Premièrement, est-ce que ce sont de gros villages? C'est sûr que si on arrive, nous autres ici, on débarque chez nous, on va voir des industries, on va voir l'aisance. Ayons pas peur des mots. On va voir l'aisance. Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive dans ces villages-là en Afrique? Tout d'abord, on voit pas de village comme tel. Okay. Il va y avoir, comme à Ipelcé, lorsqu'on arrive, c'est un marché. Il y a des baraques, des baraquements, pas couverts, rien. Donc, où une fois par semaine, il y a le marché, principalement. Puis il y a quelques bâtisses alentour de ça. Donc, tu vas voir une mosquée, tu vas voir une église, là, toujours en terre, construite avec des murs de briques ou de terre. Mm-hmm. Et après ça, le reste, c'est réparti dans la brousse. Donc, tu marches sur des sentiers, tout à coup, tu vas voir un petit groupe de cases avec des toits en chaume ou des toits en tôle, donc pour les plus riches. Donc, c'est
c'est l'image qu'on a. C'est la surprise totale. Là. Quand on arrive, tu cherches un village, hein, on est porté c'est ça, à repérer une église. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça dans nos régions. Mais là-bas, là, c'est totalement... On peut... Il y a beaucoup de gens quand même, parce qu'il y a une école, disons, à Ipelson, on cherche le village. Puis, il y a une école secondaire où il y avait 1018 élèves mon Dieu, oui. l'hiver dernier. Ah oui. Puis, il y a au moins 2 écoles primaires, si c'est probablement 3. Il y en a 2 qu'on a découvert, là, parce que c'est sur des distances assez importantes. Okay. Les réalisations que vous faites, Corcovo, on peut les voir sur Internet. Oui. J'aimerais ça qu'on en parle un peu du site, parce que les gens, des fois, pourraient dire « Ah, on va aller voir qu'est-ce que c'est qui se passe, puis qu'est-ce que ces gens-là ont fait. » Fait qu'on peut aller voir sur Internet. Oui, on a monté un site avec toutes les réalisations de l'hiver dernier. Et d'ailleurs, il y a les autres réalisations aussi de Corcovado, parce qu'il y a aussi au Brésil, en Niger, au Pérou, donc et le Burkina Faso et d'autres qui s'en viennent là, bientôt, d'autres projets aussi. Donc, on peut avoir une vue assez complète de ce qui s'est fait l'hiver dernier. OK. Fait que ça, on peut aller voir sur www.csicorcovado.org. C'est ça. Puis, on va voir dans rubrique Burkina Faso, on va voir les réalisations. Il y a un premier groupe qui part en janvier et un autre groupe qui part en février. En février, c'est ça. Des groupes de 8 personnes comme l'an passé, parce qu'on est limité quand même par le logement. Et d'ailleurs, ceux on parlait tantôt là, de l'importance de la conscientisation, il nous reste justement quelques places encore sur les 2 groupes. Donc, il reste 2 places là, qui pourraient être prises. Des gens qui voudraient vivre l'expérience, donc ce serait important qu'ils communiquent avec moi là, le plus rapidement possible. On peut donner votre numéro de téléphone? Oui, monsieur, facilement, 787-2789. Donc, mon nom, Jacques Saint-Arnaud, on le retrouve aussi. Et le premier groupe part le 10 janvier au 8 février et le deuxième groupe du 14 février au 15 mars. Le coût est environ de 4 000 $. Donc, l'an passé, c'était environ 3 800. Donc, on fait un chiffron 4 000 $, mais il faut se rappeler, par contre, que c'est déductible d'impôt parce que c'est un don qu'on fait. C'est un don. Donc, à Corcovado qui, lui, paie les frais. Donc, il en revient à presque la moitié. Donc, on parle d'un voyage pour un mois en Afrique de 2 000 $. Donc, c'est juste le prix du billet d'avion. Le billet d'avion coûte 2 000 $. Il y a un groupe d'étudiants au moment où l'on parle qui est déjà là-bas. Oui, c'est pour la 2e année, un groupe du Cégep en travail social qui se rend faire un stage. C'est avec Mme Mireille Hubert cette année. L'an passé, c'était Joanne qui les avait accompagnés. Donc, il y a un enthousiasme extraordinaire. C'est tellement beau de voir les jeunes, les voir partir. C'est beau de les voir revenir aussi. L'an passé, on a assisté à leur présentation. Ils reviennent avec un bagage d'expérience terrible. Ah oui, puis ils restent attachés là-bas là, d'une façon incroyable. On en rencontre du groupe de l'an dernier. Là, puis c'est un changement profond qui se passe. En terminant, M. Saint-Arnaud, on répète, il y a un premier groupe qui part le 10 janvier jusqu'au 8 février et le deuxième groupe du 14 février au 15 mars. Alors, il reste quelques places. Oui, il reste quelques places. Alors, il y a 2 places sur chacun des groupes. OK. Encore. Alors, s'il y a des gens qui seraient intéressés à y aller, on répète votre numéro, monsieur? 819-787-2789. 787-2789. Alors, monsieur Saint-Arnaud, merci infiniment, puis on va sûrement se revoir pour votre expérience qui est toujours très enrichissante. Merci, monsieur Lacasse. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.